Bonjour et bienvenue dans Génération Parents, la série de l'été, questions de parents. Je suis Solène Boquillon-Le Goisiou, la fondatrice de SoftKids, l'autrice de Préparer aujourd'hui vos enfants au monde de demain et créatrice de la formation Être parent au XXIe siècle. Chaque jour en août, je vous propose une réponse claire et bienveillante à une vraie question posée par un parent. C'est parti pour l'épisode du jour. On reçoit une question d'un papa qui nous dit « Mon fils de 10 ans ne veut plus sortir jouer dehors. Il passe tout son temps libre sur son téléphone et sa console. Que faire ?» Alors, comment est-ce qu'on fait ? On en a un petit peu parlé, mais quelles sont les astuces pour donner à ses enfants l'envie de bouger ? Donc, Pascal, tu disais, toi, exemplarité, peut-être Peut-être que, je sais pas moi, si sur sa console, il joue à des jeux de sport, que ce soit du foot, du basket, j'en sais rien, du tennis, je sais pas quoi, peut-être déjà utiliser ça, tu vois, tirer le fil en disant, bah apparemment tu kiffes jouer au foot, est-ce que tu veux pas qu'on aille se faire un petit foot dans un parc? Oui, j'allais dire à l'adolescence, mais 10 ans, c'est pas encore l'adolescence, non, d'accord. Je pense qu'à 10 ans, en fait, ce que kiffe l'enfant, c'est de passer du temps avec ses parents et avec les gens qu'il aime, ses potes, mais avec ses parents. Donc je pense que si le papa lui propose ça, ça peut être cool. Et puis effectivement, encore une fois, de le faire en mode soft. C'est pas de dire allez go maintenant c'est fini la console en mode punitif, c'est fini la console et il y a là on va remplacer par 3 heures machin, non, t'as pas envie, t'embarques pas comme ça. Donc plutôt d'avoir une démarche peut-être un peu constructive, mais pas à pas, de dire ah bah tu sais quoi, allez, peut-être qu'on fait une demi-heure de console en moins et on va se faire un truc tous les deux, mais dans l'univers de l'enfant aussi. Je pense qu'il faut aller aussi dans l'univers de l'enfant pour l'embarquer au début plutôt qu'imposer quelque chose qui va être perçu comme une contrainte. Et du coup, l'effet, à mon sens, il va être contre-productif. Il va dire bah non, là toute ta proposition c'est un truc relou, donc je préfère rester à ma console, c'est plus cool quoi. Et Oui, je suis docteur, d'accord. C'est clair que chez un enfant, un adolescent, l'argument santé, c'est nul. Hein. C'est nul. Hein. Comme disaient les gens en marketing, quand j'ai la santé, je peux pas vendre de la santé, quoi. Enfin, donc l'argument santé, il est nul. Hein. Donc, pas utiliser ça. Après, par la suite, peut-être quand ils ont quatrième, troisième, des cours de SVT là-dessus, mais faut pas utiliser ça. Et c'est vrai que je suis assez d'accord sur l'exemplarité intrafamiliale. Alors moi, je dis, il y a des petits moments qu'il faut. Moi, je prends l'exemple des équipes de foot professionnelles, mais bon, par exemple, il y a un cas qui est mis au repas, c'est interdit le smartphone, hein, d'accord. Donc, on arrive à 12h30 au repas, hein, il y a le staff, il y a toutes les équipes, c'est interdit le smartphone. Puis, je peux vous dire que quand j'étais au Cameroun en 2010 avec l'équipe en Coupe du Monde, l'amende était à 500 euros. Je peux dire que moi, je faisais gaffe à pas amener mon smartphone, hein, parce que 500 euros quand ça sonnait, bon, en 2010, vous vous rendez compte. Mais ce moment-là, ce repas-là, il était extraordinaire. Parce que on échangeait tous de table à table et ainsi de suite. Alors moi, ce que je propose, c'est ça, c'est en intrafamilial. D'abord, pour la santé, c'est meilleur de faire 3 vrais repas que de grignoter tout le temps, mais c'est un autre sujet. Et à table, voilà, on discute, on échange, on n'a rien à se dire. On parle pas. Et puis on va se rendre compte que 1, 2, 3, 4 repas, on a des choses à se dire. Et puis on va échanger un petit peu. Et puis voilà, c'est très simple ça. Alors c'est vrai qu'on peut pas, mais un petit cadre très simple. Le repas, c'est un moment intrafamilial. On va échanger. Oui, je m'ennuie au repas. Mais on va simplement, le repas, c'est comme ça. Et je l'ai dit tout à l'heure par le rapport à l'hygiène bucco-dentaire. Tu vas te coucher, tu t'es pas lavé les dents. C'est un cadre. Est-ce que c'est non? Va te laver les dents. Les parents, ils le disent, ça. Ils le font. Et je vais montrer les résultats de ça. D'accord? Là, le repas, d'abord, c'est meilleur pour la santé d'avoir un repas structuré. Puis, ça peut être un moment, justement, alors on revient sur le physique et le mental, mais d'échanger, qu'est-ce que tu as fait de ta journée, et ainsi de suite. Et puis, je reviens à ce qui a été dit là. Ah bon, finalement, avec les cours de sport, tu as fait du basket, tu aimes bien le basket, tiens, peut-être que tu pourrais faire du basket. Et puis, voilà, c'est-à-dire que la vie est autre chose que ce moment qui m'effraie, médicalement qui m'effraie, c'est-à-dire que je me renferme dans ma chambre, je joue aux consoles, c'est effrayant. Enfin, je vous ai dit, moi, je connais rien. Enfin, je n'ai pas de spécialité en pédopsychiatrie, ainsi de suite. Me fait pas dire. Mais en tant qu'être humain, je trouve ça effrayant. après, c'est vraiment une question d'équilibre parce que justement, on a enregistré hier sur les jeux vidéo.
avec un neuropsychiatre spécialiste des jeux vidéo. Et en fait, on disait, ça dépend du jeu vidéo, ça dépend combien de temps on joue. Et moi, en fait, ce que je trouve aujourd'hui dans notre monde, c'est qu'on manque d'équilibre, on manque de nuances, et donc on va tout stigmatiser, alors qu'en fait, il faut juste Bien un sûr, petit peu tout saupoudrer. bien Et sûr. tu fais un petit peu de jeux vidéo, et tu vas aussi jouer au foot dehors. Tu fais un petit peu de réseaux sociaux, mais tu fais aussi un documentaire qui va t'apporter quelque chose où tu vas apprendre. Bien sûr. Enfin voilà, il faut, et en fait c'est ça, je pense, qui manque, c'est cette nuance, cet équilibre au quotidien, quoi, Mais pour tellement. avoir des saines habitudes. Mais tellement d'accord, Solène. Moi, je suis quelqu'un qui parle tout le temps de défendre, voilà, il faut défendre la nuance, il faut défendre l'équilibre. Enfin, là aussi, on parle de vision du monde. Il s'agirait d'arrêter d'opposer les choses. Oui, Les bien choses sûr. aussi complémentaires. Ce qui est bon, c'est un peu de tout. Ouais. D'ailleurs, je connais rien, mais quand on parle d'alimentation, c'est aussi ce qu'on dit. C'est C'est que ce qui, exactement la même chose. bah voilà, c'est un peu C'est exactement la même chose. Moi, mon la, plus grand professeur de nutrition que j'ai eu, il nous disait toujours, il faut manger de tout, mais de tout un peu. Et à voilà. l'époque, on était encore dans ce truc de régime, restriction, tout ça. Et il disait, il faut manger de tout, Comme ça, on se trompe pas. C'est-à-dire que, comme on mange de tout, je me trompe pas. Et de ce fait-là, je vais avoir cette alchimie qui fait que je suis pas carencé ici en vitamines, là en oligo-éléments, parce que j'ai mangé de tout. Mais de tout un peu. Bon, voilà. C'est tout ce qu'il disait. Mais c'est pareil. Et pourquoi il fallait faire ça? Parce que c'est une règle de vie pour éviter le fameux yo-yo qu'on sait qui est très mauvais. Eh bien, pour ce qu'on peut redire, le numérique de loisirs, j'englobe tout dans le numérique de loisirs, j'englobe la télé, les consoles, et ainsi de suite. Eh ben, oui, je suis un peu pour la console, oui, je suis un peu pour la télé, oui, je suis un peu pour le smartphone, oui, je suis un peu, mais de tout un peu. De tout un peu. Et si on résume ça, alors vous allez me dire mais si on résume ça, voilà, si je fais ça, un peu, et, euh, et l'enfant, il sait quand c'est excessif, on le disait tout à l'heure. Il sait bien que lui-même sur le truc, on dit, t'es resté combien de temps? Alors, il va faire comme la personne que nous, on interroge sur la cigarette. Vous savez, quand on interroge les gens, vous fumez? Oui. Combien? Oh, ça dépend, docteur. Et puis alors là, vous avez toute une litanie. Et puis d'abord, je fume des filtres. Et puis, je les fume pas vraiment, reste dans le cendrier. Et on n'a toujours pas la réponse. Parce que, justement, le patient face de nous se sait en position de faute. Et finalement, ça va tomber, bon, en gros, c'est un paquet, quoi. Mais l'enfant, c'est pareil. Quand on lui dit, mais combien de temps tu passes? Oh, mais non, et puis finalement, il sait à peu près. Il sait qu'il est excessif. Non, Il oui. sait. Donc, voilà, il suffit de dire, oui, voilà, on va faire ça. Et puis, je crois beaucoup l'exemple intrafamilial. Il faut déjà commencer par notre micro-société qu'est la famille, ça c'est clair. Et puis après, c'est vrai qu'il faut que moi, je vois dans les entreprises, il faut faire comprendre un petit peu que le tout, même à l'éducation nationale, le tout numérique, les tablettes et ainsi de suite. Et dans notre boulot aussi, moi, je vois au niveau médical, les infirmières, elles voient plus les patients, elles passent leur temps à checker les trucs sur l'ordinateur. On voit plus le patient. La chambre numéro 8, moi, j'ai pas encore eu le temps de passer le voir. Mais il est 11h, t'as toujours pas été voir la chambre numéro 8, quoi. C'est-à-dire que pour tous les professions, il faut se dire, attendez, on va où, là? Où allons-nous, quoi, d'accord? Et puis, au bout du bout, c'est vrai, le politique, et je l'ai dit pour le tabac, je dis, le politique doit prendre des décisions, soit par des grandes missions, la semaine du tabac, comme ça, doit prendre des positions et avoir le courage. Une fois, j'ai eu la chance de discuter une fois avec Monsieur Evin pour lui demander, pour lui dire toute l'admiration que j'avais en tant que médecin, je parle pas politique, en tant que médecin par rapport à cette décision sur les cigarettes. Et je lui ai dit, et il m'a dit, mais c'était mûr. C'est un moment, vous nous avez suffisamment alertés que nous, politiques, on ne pouvait plus ne pas prendre de position. Et je pense qu'on fait aujourd'hui ensemble, et je vous remercie de votre invitation, c'est de montrer qu'il y a un moment où il faut que le politique ait le courage de prendre des décisions, mais cette décision, elle sera beaucoup plus acceptée parce que nous, en intrafamilial, on aura pris ici une décision, peut-être l'école aura pris quelques décisions, l'entreprise aura pris des décisions, on saura, alors je reviens sur mon domaine de compétences, on saura que la sédentarité tue plus que le tabac, qu'il faut lutter contre ça, parce que la médecine curative, elle est au bout du bout, vous vous en rendez compte tous les jours, aussi bien au niveau des bras qu'au niveau du budget. Si on ne fait pas de la médecine préventive, alors pour le coup, on va tous en mourir, mais ça va être à tous les niveaux. Donc, cette prévention, elle est moi, la famille, l'école, l'entreprise, éventuellement l'État, et ce que vous faites, parce que je vous
Je vous remercie de cette invitation et ce que vous faites aussi. Toutes les actions sont bonnes. Juste sur les entreprises, pardon. Moi, j'interviens beaucoup en conférence en entreprise sur des sujets de qualité de vie au travail. Donc, mes interlocuteurs, c'est des responsables qualité de vie au travail, des RH ou des responsables diversité et inclusion. Et alors, attention, hein, grosse disparité entre les boîtes, mais dans les très grosses boîtes, ils se sont saisis de ce sujet. Hein. Les grosses boîtes proposent plein d'actions sur pour mettre en mouvement sur pour lutter contre la sédentarité. Je pense là à un exemple hyper concret. Je vais pas la citer, mais parce qu'on n'est pas là pour ça, mais une grosse banque, mais c'était une action qui a été faite au niveau régional, avait fait un partenariat avec Greg Major Movement, connu sur les réseaux sur le nom de Major Movement, qui est kiné, il est intervenu en conférence, mais au-delà de ça, ils avaient monté une appli ensemble avec un challenge, alors appli ok numérique, mais avec un challenge sur plusieurs mois pour justement accompagner, mobiliser les collaboratrices et collaborateurs à bouger. Donc il y a quand même des grosses boîtes qui commencent à se saisir du sujet. Moi, j'avais ça, dans mon ancienne entreprise anglo-néerlandaise, déjà il y a 10 ans. Tous les ans, on avait un challenge de marche par équipe. Et moi, j'avais un manager hollandais où on devait, il nous emmenait toute l'équipe, on devait aller marcher après manger. Donc en fait, après manger, c'était toujours marche collective en équipe. Voilà. Et on ferait des réunions en marchant. On sait l'efficacité des réunions en marchant en termes de créativité, en termes de concentration. Il y a des coachs qui commencent à faire ça pour sortir de la relation one-to-one, face-to-face derrière un bureau. En fait, qui disent non, moi on va faire notre réunion d'une heure, enfin notre rendez-vous d'une heure d'accompagnement, mais on va le faire en marchant. Et on sait que il y a plein de bénéfices. Merci d'avoir écouté cet épisode de la série Questions de parents. Si ce contenu vous a parlé, vous a fait réfléchir ou vous a rassuré, pensez à vous abonner à Génération Parents pour ne rien manquer des prochains épisodes. Et si vous voulez aller plus loin dans votre posture éducative, je vous invite à découvrir nos ressources et ma formation en ligne Être parent au XXIe siècle. Un parcours simple, concret et bienveillant pour accompagner vos enfants avec sérénité dans ce monde en mouvement. Le lien est juste dans la description de l'épisode. À demain pour une nouvelle question et d'ici là, prenez soin de vous.